Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette édition de rentrée d'Informatique News Hebdo. Après une période, une pause estivale qu'on espère bien méritée, nous revenons à vos côtés avec Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour. Alors Guy, on ne peut pas dire que l'actualité est restée en vacances pendant ce mois de juillet et mois d'août. On a eu pas mal d'annonces. Alors je propose qu'on prenne un peu de temps pour les passer en revue pour nos lecteurs. Et on commence d'abord du côté de chez Microsoft avec finalement pas mal de choses. Windows 11 dont on avait commencé à parler avant les vacances, finalement ça y est, c'est officiel maintenant, c'est le 5 octobre qu'il sort, où cette nouvelle version va sortir. Alors, on l'a déjà dit nombreuses fois, c'est plus forcément l'événement qu'on avait il y a de nombreuses années, Windows 7, Windows XP, les grands lancements, mais c'est quand même évidemment un événement important. Oui, c'est un événement important. Donc, comme vous le disiez, la disponibilité est le 5 octobre, mais évidemment, le 5 octobre, le milliard plus de postes de travail qui sont en Windows 10 ne va pas passer du jour au lendemain ou de la nuit au lendemain matin en Windows 11. Et Microsoft indique que c'est quelque chose qui se fera, je dirais, jusqu'à la mi-2022. Et on voit bien, quand on regarde les statistiques des différentes versions, on voit bien qu'il y a encore des très vieilles versions qui traînent exactement sur les postes de travail. Ce qui n'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais bon, en tout cas, c'est la réalité. Donc, à partir du 5 octobre, si vous êtes un particulier avec Windows Update, vous recevrez la mise à jour ou l'éligibilité de votre poste de travail, parce que bien sûr, tous les postes de travail ne seront pas éligibles à Windows 11. Ce seront les plus récents et puis les postes de travail des grands fournisseurs. Et puis, quand il s'agit des DSI, eux, ils auront le temps, j'irais, de bien vérifier, parce que pour eux, quand il s'agit de passer 3 000, 10 000, 50 000 postes de travail, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, eux, ils auront un peu de temps pour vérifier à la fois la disponibilité, la compatibilité des drivers, la compatibilité des applications, pour être sûr que lorsqu'ils appuieront sur le bouton, que tout pourra fonctionner. Rappelons que Windows 10, ça datait de 2015, donc ça fait 6 ans, et je dirais qu'il était plus que temps d'annoncer une nouvelle version, mais comme vous le disiez, c'est plus l'événement planétaire que ce n'était il y a seulement quelques années. Et puis c'est vrai que pour les DSI, il reste la question, quand même toujours la même question, est-ce qu'il y a un bénéfice pour les utilisateurs à passer d'une version de Exactement, ils connaissent le coût, ils connaissent l'effort que ça représente, le bénéfice réel, effectivement, ils le verront après, et peut-être que quand ils pourront le mesurer, on leur indiquera qu'il faudra passer à Windows 12. Très bien, alors on reste du côté de chez Microsoft avec une autre annonce très attendue, celle du fameux Cloud PC dans le cadre de l'offre Windows 365. Donc le fameux PC dans le cloud est proposé par Microsoft. Alors proposé, c'est un bien gros mot parce qu'il y a encore une phase pas de test, mais de plus ou moins de bêta, et on ne peut pas encore complètement commander. Oui, enfin, en tout cas, vous vous souvenez qu'on en avait parlé avant les vacances, et puis c'était une sorte de stop and go, c'est-à-dire qu'on disait oui, ils vont le faire, et puis ils le font pas, enfin, on ne sait pas très bien. Donc là, effectivement, c'est officiel, ça va s'appeler Windows 365, donc d'ailleurs, au passage, tout chez Microsoft s'appelle 365, donc Microsoft 365, Office 365, donc on finit par s'y perdre. On se demande d'ailleurs comment ils vont faire les années bissextiles. Donc, ce Cloud PC, en fait, c'est la possibilité pour tout terminal, que ce soit un smartphone iOS, Android, que ce soit un vieux PC, un Mac, de pouvoir faire tourner sur le cloud des PC qui seront disponibles sur le cloud de Microsoft. Donc, je dirais que c'est une vieille idée. Vous vous souvenez des terminaux 3210 IBM, vous vous souvenez des bulles Questar, plus récemment, vous vous souvenez des terminaux X Windows, donc c'était un peu la même idée. En gros, ça veut dire que sur votre poste de travail, il y a que l'interface graphique qui s'affiche, et puis c'est tout ce qui est traitement se fait sur le serveur. Donc là, pour l'instant, en fait, il y avait déjà la possibilité d'un desktop as a service pour les grands comptes sur Azure, donc ça existait déjà. Là, je dirais que ce Windows 365, c'est plus à destination des PME, des particuliers, avec une formule d'abonnement. Et d'ailleurs, quand on regarde les prix de cet abonnement, on ne va pas les donner là, parce qu'en plus, je ne les ai pas en tête, mais quand on regarde le prix des abonnements, on a l'impression que pour l'instant, c'est une période de rodage, parce qu'ils ont plutôt tendance à faire refroidir, parce qu'ils sont relativement élevés. Il y a entre avoir un cloud PC ou un Windows 365 à un prix relativement élevé, un abonnement mensuel,
logiciel ou acheter un PC à 300 €, on peut réfléchir. Mais enfin bon, ça peu importe. En tout cas, le mouvement est lancé par Microsoft et donc ils vont pouvoir concurrencer les Chromebooks, puisque c'était quand même ça de ce dont il s'agissait. Les Chromebooks, rappelons que l'année dernière, c'est quasiment 10% de la vente des PC. Notamment sur le marché de l'éducation, qui est quand même un marché important. C'est un phénomène important, donc il fallait absolument que Microsoft soit présente et ait une réponse qui puisse concurrencer celle des Chromebooks. Alors, autre lancement, pour le coup, toujours du côté de chez Microsoft et de Redmond, donc. Mais alors, pour le coup, beaucoup plus discret, c'était Windows Server 2022. On a l'impression que Azure phagocyte l'ensemble de la communication de Microsoft. Et bon, cet aspect infrastructure passe un peu sous les radars. Alors, bon, si on fait un peu pas faire l'historique, mais ça fait presque 30 ans que Windows propose un OS pour les serveurs, puisqu'au début c'était dans les années 94-95 avec Windows NT, NT 3.5 puis NT 4, donc ça c'était le véritable lancement. Et donc effectivement ils sont arrivés avec Linux à se partager le marché des serveurs, sachant que là c'est un peu le même phénomène que vous décriviez tout à l'heure pour Windows 10, 11. C'est plus du tout je dirais l'annonce mondiale à laquelle on est habitué, et pour le coup c'était encore beaucoup plus, là, en l'occurrence, beaucoup plus discret. Bon, il se trouve que c'est quand même une annonce majeure parce qu'il y a encore plein de data centers qui tournent, qui utilisent cette version-là. Elle est proposée en 3 éditions, donc il y a une version standard, une version data center et une version data center Azure Edition. Donc vous voyez que là il y a l'empreinte Azure avec la possibilité d'intégrer les containers. Enfin, on voit bien que tout ça est phagocyté par le cloud et les containers. Donc, au fur et à mesure, on voit, comme vous le disiez, le cloud étant son VMware, la virtualisation, sont passés par là. Voilà, exactement. Donc, une annonce discrète. Néanmoins, pour ceux qui voudront avoir plus d'informations, Microsoft organise le Windows Server Summit le 16 septembre prochain. Donc, ils auront accès à toutes les informations. Et là, en l'occurrence, les DSI sont en première ligne parce qu'ils auront un jour ou l'autre à faire la migration pour cette nouvelle version. Alors, des serveurs à l'infrastructure de données, notamment les fameux liens fibres, il y a qu'un pas qu'on franchit allègrement, avec, je pense, pendant l'été, un nouveau record, du côté du Japon, parce qu'on parle, alors c'est pas facile à imaginer, mais 339 terabits seconde sur une fibre en termes de volume de données de change. C'est beaucoup. Ça impressionne, mais bon. Voilà, alors on va essayer de donner une indication de ce que ça représente. Donc c'est, comme je le disais, c'est une équipe japonaise. Alors comme les records sont faits pour être battus, là en l'occurrence, ça a pratiquement doublé. Donc c'est une équipe japonaise du NCCT, donc c'est un institut de recherche national télécom et informatique. Ils ont utilisé donc un câble dans lequel il y a 4 fibres quand même, donc c'est pas une seule fibre, c'est 4 fibres. Ils ont joué évidemment sur toutes les possibilités techniques, modulation de multiplexage, des amplificateurs, parce que ce record il n'a pas été établi sur 3 mètres, il a été établi sur 3000 km, donc c'est quand même quelque chose de très significatif. Et alors maintenant, pour indiquer le précédent record, c'était une équipe britannique. Pour indiquer ce que ça représente, je crois à peu près, qu'un film 4K en haute définition, c'est 100 gigas. Donc vous voyez qu'un Tera, ça fait 10 films, donc ça fait plus de 3000 films haute définition en une seconde. Ouais. Donc vous voyez, il y a la possibilité de faire du piratage à haut débit, là, en l'occurrence. Bon, je crois que la cible est peut-être plutôt quand même les opérateurs. Bon, évidemment, ça ne sera pas accessible aux particuliers, même aux entreprises, les mieux dotées d'ici demain. Mais enfin, on voit bien que les capacités techniques sont encore... Pour ces fameuses fibres transatlantiques, c'est évidemment une voie toute tracée. Alors, de l'infrastructure, j'allais dire fibre au cloud, il y a un autre pas qu'on franchit allègrement avec une autre annonce européenne. Alors, on avait parlé déjà de Gaia X qui était plutôt justement sur l'infra pur et dur. Là, c'est une nouvelle annonce qui s'appelle Euclid, qui est plutôt sur les offreurs de services. C'est plutôt du côté du SaaS, voilà. Avec des acteurs européens qui veulent se positionner aussi en tant que souverain. Exactement. Donc, c'est comme vous le disiez, c'est plus sur le côté application. Et quand on a parlé de Gaia, on avait bien expliqué que Gaia, en fait, c'est une offre souveraine européenne, mais qui intègre, qui donne la possibilité à des fournisseurs américains ou chinois de participer sous des conditions que maîtrise l'Europe. Mais néanmoins,
auquel c'était pas fermé. Voilà, c'était pas fermé. Là, c'est une offre évidemment qui n'a pas la même dimension. Il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Donc, Oclodia, pour l'instant, d'ailleurs, l'association n'a pas encore été établie officiellement, mais enfin, le projet est là. Pour l'instant, c'est 23 entreprises européennes. C'est des éditeurs de logiciels, je dirais de moyenne envergure. Donc, il y a des gens comme NetFrame, Jamspot, XWiki. Donc, vous voyez, c'est pas ni Microsoft ni SAP. Bon, c'est relativement modeste, mais en tout cas, le mouvement est lancé. Et l'idée que finalement Gaïa était peut-être dès la conception posait quelques problèmes, là en l'occurrence ils ont tranché, ils ont dit non, ce ne sont que des fournisseurs qui sont... Alors cette initiative a le soutien du CNLL, donc le Centre National du Logiciel Libre, de OW2, donc un certain nombre d'acteurs de l'open source, mais il y aura aussi du logiciel propriétaire qui sera proposé. Et donc bon, ils ont des ambitions, 23 pour l'instant c'est très faible, et ils veulent monter à un chiffre beaucoup plus élevé dans un avenir relativement proche. Alors Guy, là on a parlé de techno, d'infra. Autre sujet évidemment important, c'est la partie business, avec beaucoup d'annonces de rachats. On va peut-être pas toutes les faire, mais on va en parler quand même des plus significatives, puisqu'il y a des choses à 500 millions de dollars, 300 millions de dollars. On commence peut-être par la cybersécurité et Netscope peut-être. Alors Netscope, 8e levée de fonds. On était habitué à 4e, 5e, là c'est 8e. 300 millions de dollars. Donc c'est une entreprise qui est spécialisée, qui a été créée en 2013, qui est spécialisée dans les accès à la sécurisation des accès périphériques, donc qui est valorisée avec cette nouvelle levée de fonds, elle est valorisée à 7,5 milliards de dollars. D'accord. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on regarde dans le CAC 40, dans le bas du classement, mais ce sont quand même de belles entreprises. Renault est valorisé à 8 milliards et demi d'euros, donc on est dans les mêmes eaux. Atos, 4 milliards et demi d'euros, donc un chiffre inférieur. Donc vous voyez quand même que ça représente quelque chose. On continue avec Microsoft qui a racheté RiskIQ pour 400-500 millions de dollars. Alors là, je dirais que c'est une petite template pour Microsoft. RiskIQ, en fait, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les audits de sécurisation des infrastructures techniques. Donc en gros, elle inspecte un peu tout ce qui est infrastructure technique et elle mesure un peu les forces et les faiblesses de cette dite infrastructure. Donc je dirais que c'est une petite pièce qui se rajoute dans l'offre cloud qui est en train de construire, enfin que construit depuis un certain temps Microsoft. Alors là, on peut faire un court-retour maintenant, puisqu'on parle de DataIQ, start-up française sur la data, comme son nom l'indique, qui passe en une échelle supplémentaire, parce que là, elle vient de lever 400 millions de dollars. Et ça faisait suite déjà à une première levée de fonds de 100. Oui, c'est la 7e levée de fonds, là aussi. D'accord. Et donc là, pour le coup, on regrettait souvent que les start-up françaises aient du mal à passer... le cap, là c'est le cas. Donc 400 millions d'euros, c'est quand même important. Donc c'est une société qui a été créée en 2012-2013. Ce sont des anciens d'Exalid. Donc vous vous souvenez de Feu Exalid, qui pour l'instant, enfin qui aujourd'hui n'existe plus. Donc en tout cas, rien n'est perdu, puisque ces gens-là, ils ont créé DataIQ. Donc comme vous le disiez, c'est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est analytics et traitement des données. Donc c'est une belle réussite française et effectivement on peut faire un petit cocorico à cette occasion. Alors on peut citer aussi Guy, pendant l'été Zoom qui a acquis Five9 pour la bagatelle de 15,7 milliards de dollars. Donc ça c'est l'idée de renforcer les fonctionnalités de Zoom avec cette acquisition. Du côté de l'ex-Symantec d'Anton Lifelock aussi, on a un rapprochement avec Avast, bien connu, éditeur de virus bien connu, pour plus de 8 milliards de dollars. Et puis, autre rumeur, pour le coup, c'est pas encore concret, c'est Intel et GlobalFoundries. On rappelle, GlobalFoundries, c'est la partie fabrication d'AMD qui s'est séparée il y a quelques années. Ça remonte à 2009. AMD s'est séparé de
fonderie de processeurs qui était avec un actionnaire unique. IBM en particulier avait cédé ses activités de semi-conducteurs à GlobalFoundries. Et donc, je dirais que là on sait bien, on voit bien en ce moment, depuis 1 ou 2 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine sur le marché des semi-conducteurs avec des tensions très très fortes. Et donc, apparemment, Intel, qui, donc, je vous le rappelle, maintenant est à la tête Paul Gelsinger, qui était l'ancien de VMware, qui est un ancien d'Intel, puisqu'il était quasiment au tout début. Et en quelques mois, il a quand même fait pas mal de choses. Et donc là, il semblerait qu'il serait à l'étude de racheter cette fonderie pour la bagatelle de 30 milliards de dollars. Donc là, on est dans des montants qui sont assez intéressants. Avec pareil, toujours cette volonté d'Intel d'aller encore plus loin dans la taille des processeurs. Alors justement, alors on en était au nanomètre, puisqu'on est arrivé aux 3 nanomètres, puis aux 2 nanomètres, et après on fait quoi? Alors le problème, c'est que quand on passe du micro au nanomètre et puis à l'étape d'après, c'est quand même un seuil qui est très important. C'est de 10 puissance 3. Donc vous voyez que là on voit bien que les évolutions sont quand même un petit peu plus lentes. Et donc Intel, qui a fait une présentation de sa roadmap, comme on dit en mot français, a commencé à parler d'Angström. Et donc, bon, Angström, c'est le physicien suédois qu'on connaît tous. Et alors, Angström, l'intérêt de l'Angström, c'est 10-10. Donc, ça veut dire qu'en fait, si on est à 2 nanomètres, on va être à 20 Angström. Et je dirais qu'en fait, ça change strictement rien, sauf qu'il fallait bien trouver une nouvelle mesure. Et l'idée que Intel soit l'initiateur et commence à parler d'Angström, finalement, d'un point de vue marketing, c'est pas une mauvaise idée. Ouais. Voilà. Très bien. Toujours au niveau des rachats, au niveau des process, des acteurs de ce marché. On a eu SAS, dont on avait reçu d'ailleurs le président fondateur. Alors, il y a eu 2 mouvements, une proposition de rachat par Broadcom et puis finalement une IPO. Voilà, alors en fait la proposition de Broadcom apparemment c'était entre 15 et 20 milliards de dollars, donc une somme assez importante. J'irais une proposition assez surprenante parce que Broadcom est spécialisé dans tout ce qui est processeur et hardware. On se demande ce qu'il vient faire dans le software, enfin peu importe. Et bon, il semblerait que cette proposition soit annulée et que SAS, qui est une société tout à fait privée, enfin privée au sens américain du terme, c'est-à-dire qu'en gros c'est Jim Goodnight qui a la quasi-totalité, enfin une très grande part des actions, qui commence à avoir un certain âge, donc je suppose qu'il commençait à réfléchir à la pérennité de son entreprise. Et donc, il semblerait que l'entreprise se tourne plutôt vers une introduction en bourse à horizon 2023-2024. Donc, ça redeviendrait un acteur plus traditionnel comme un autre. Et puis, pour finir ce chapitre, Guy, TIBCO Software, des rumeurs aussi de vente aux alentours de 7,5 milliards de dollars. Bon, pareil, c'est pas non plus des choses très... Ça fait longtemps qu'on en parle. Est-ce que ça va se concrétiser? Alors, on aura l'occasion d'en parler puisqu'on devrait recevoir assez prochainement le patron de TIBCO France. Donc en fait, effectivement, TIBCO était redevenu une société privée, mais avait été pendant longtemps cotée en bourse. C'est une société qui a été créée, je dirais, en 1997, donc quelques années après les débuts du web. Et donc c'est un fournisseur logiciel d'infrastructure, puis logiciel de data analytics. On verra si cette proposition se concrétise. Est-ce que ça changera pour TIBCO? Alors, on clôt ce chapitre, un rachat, acquisition, enfin je dirais financier. Et on parle de 5G qui continue, l'étude de l'ARCEP le montre, à se déployer rapidement oui, alors, sur le territoire ça français. C'est la bonne nouvelle. On a l'impression qu'en France, finalement, on démarre assez lentement et puis une fois qu'on est parti, ça va plutôt vite. Je pense qu'on pourrait prendre pas mal d'exemples. Donc là, la dernière étude de l'ARCEP montre bien ça. Donc fait un peu le bilan, indique qu'il y a quand même 17 sites qui sont ouverts à la 5G. Le numéro 1 de ce marché pour l'instant, c'est Free, devant Bouygues Télécom, Orange et SFR. Mais il faut quand même préciser qu'il y a le problème des fréquences. Donc il y a le 700 MHz, il y a le 3,5. Si voilà, il y a la vraie 5G, il y a la fausse 5G, la vraie 5G et puis la 5G+, on va dire. Et donc il y a la 26 GHz qui est les bandes de fréquences n'ont pas encore été allouées.
Ce qui veut dire qu'en fait, il faut rectifier tout ça. Et Orange, par exemple, qui est en numéro 3, et on se demande quand même comment cela est-il possible. En fait, eux, ils ont misé principalement sur la 3,5 GHz, donc la vraie 5G, et donc ce qui veut dire le retard apparent. Alors que Free, lui, a plutôt utilisé ses antennes existantes pour pouvoir faire de la simili 5G. Donc voilà, ceci explique cela. Très bien. Toujours autre sujet, Telco dit sur les data centers, avec la France qui, selon une étude, apparaît dans les top 10 des terres d'accueil de ces fameux data centers. Alors, c'est une étude d'Arcadia Index qui avait été d'ailleurs publiée à l'occasion d'annonces d'Equinix, donc Equinix qui est le numéro 1 des hébergeurs et d'assez loin, qui montrait que la France était dans ce top 10. Alors, pas top 10 en termes de qualité, pas en termes de réalisation, parce que finalement la France c'est le 6e pays mondial en termes de PIB, donc il n'est pas étonnant qu'elle soit... Oui. Mais elle pourrait très bien avoir une très forte économie et à la traîne du point de vue numérique. Voilà. Et donc là, c'est en termes de qualité d'infrastructure, avec deux points forts, c'est la cybersécurité d'un côté, et puis la fourniture d'énergie de l'autre. Bon, c'est lié à la situation française en matière d'énergie, mais bon, là encore, c'est une situation qui est satisfaisante et qui fait qu'il y a un certain nombre d'hébergeurs qui viennent en France pour s'installer. Et proposer leurs services. Voilà. Très bien. Enfin, ou pas enfin, mais quasiment, on arrive quasiment au terme de cette édition. Un anniversaire avec les 30 ans de Linux. Qui arrive bientôt ou dans quelques jours. En fait, en deux temps, c'est le 25 août, il y a 30 ans, donc 91, Linus Torvald, qui était un illustre inconnu, et il envoie un message sur Usenet en disant « Je suis en train de développer un OS libre ». Bon, je pense qu'il y a plein de gens qui devaient se demander de quoi il s'agissait. Et je pense que... Enfin, je pense pas. Quand il a lancé ce message, il n'avait évidemment pas conscience de ce que serait devenu Linux aujourd'hui, mais deux, c'était pas son objectif. Il voulait juste développer. Il était quand même dans son coin. Il était étudiant. Et donc ça, c'était le 25 août. Et puis je crois que c'est tout début octobre, le 5 octobre. Alors, il a publié le code source de son OS. Et puis, le reste, on le connaît. Linux, c'est aujourd'hui, je dirais, l'OS qui domine les serveurs et de très loin, avec l'acteur, je dirais, le plus important qui est Red Hat dans ce domaine aujourd'hui, filiale d'IBM. Très bien. Alors, autre sujet dit de cette édition, Itanium, dont on a parlé de nombreuses fois. Et cette fois-ci, on peut dire, comme Capri, c'est fini. C'est officiellement fini. Je pense qu'il y a pas mal de nos lecteurs pour qui, finalement, ça ne dira pas grand-chose. Bon, c'était une initiative qui avait été lancée par Intel, Bull et HPE, en fait, qui voulaient... Donc, c'est à la suite des processeurs RISC dans les années 80. Donc là, c'était l'étape d'après, ces processeurs EPIC, donc c'était de la parallélisation. Et donc, en fait, c'était pour développer un processeur qui permettrait de se dégager de l'emprise des x86 de l'époque. Et puis, en fait, finalement, ça n'a jamais eu beaucoup de succès. HP, à l'époque, et puis HPE était principalement le seul fournisseur de serveurs Itanium. Et les grands fournisseurs de logiciels n'ont jamais fait le travail pour... En gros, ils n'y ont pas cru. Donc, bon, c'est un chapitre qui se ferme, qu'on voulait mentionner, mais qui n'a pas une importance fondamentale. C'est plutôt dans le registre histoire de l'informatique. Histoire de l'informatique. Et puis on conclut Deep sur les amendes, parce que évidemment, il n'y a pas d'activité du côté des GAFA. Le respect de la loi semble un peu compliqué. Oui. D'abord, on commence par tout seigneur tout honneur par Amazon, qui a quand même subi une amende 746 millions d'euros pour des problèmes de concurrence. Alors non, en fait, Amazon et WhatsApp, c'est pour non-respect du RGPD. Donc Amazon, c'est la CNIL luxembourgeoise. WhatsApp, c'est la CNIL irlandaise. La CNIL irlandaise. Donc pour WhatsApp, c'est 250 millions d'euros. Donc non-respect du RGPD. Donc alors WhatsApp, rappelons que c'est dans l'orbite Facebook. Et puis la troisième amende, c'est Google. Ça, c'est donc ça, c'est pour un problème de concurrence, 500 millions
millions d'euros. Et donc là, c'est pour, en fait, mauvaise négociation avec le secteur de la presse dans l'application des droits voisins. Il faut rappeler que Google publie tout un tas d'extraits d'articles de journaux et ne paye qu'une très très modique redevance. Et ce qui est d'autant plus dommageable, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se contentent uniquement de lire le titre et les 3 premières lignes, et puis après c'est fini. Donc ça veut dire que tout le revenu revient à Google, et ce qui est quand même un peu dommageable. Et je pense que la remarque que vous aviez faite, c'est que ces 3 acteurs sont des acteurs du groupe des GAFA, et c'est un peu leur pratique habituelle, c'est-à-dire qu'en gros, ils mettent les autorités au pied du mur, c'est-à-dire qu'en fait, devant le fait accompli, ils font les choses, et puis après, ils voient ce qui se passe, et puis avec un respect des réglementations et des lois qui est parfois un peu approximative. Voilà. Donc, ça, c'était pendant l'été, et il est probable que ça on ait encore parce que finalement, en gros, bon, vous voyez, ce sont des amendes qui paraissent importantes, mais quand on voit maintenant la taille de ces acteurs, pour eux, c'est pas de l'argent de poche. WhatsApp, Facebook, 245 millions de dollars, c'est pas énorme. C'est pas de l'argent de poche, mais ça ressemble un petit peu. Eh bien, écoutez, Guy, je propose qu'on conclue cette première édition sur cette vision des pratiques des GAFA. Et je propose qu'on retrouve la semaine prochaine. En attendant, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. En attendant, encore une fois, très belle semaine à toutes et à tous. Merci.